Le Cameroun est à l'honneur. Le Cameroun nouveau est en marche. Un Cameroun discipliné, organisé, panafricaniste en même temps, mais surtout universel. Alors là, j'ai été très fier en tant que journaliste d'assister à un événement rare à la place de la République ce samedi dernier. Des Camerounais venus, mais alors des milliers de Camerounais de la diaspora, venus de partout, remplir la place de la République pour un événement exceptionnel. La rencontre du candidat Maurice Kamto avec la diaspora. Je montre ici le dossier de presse qui m'a été remis. Pour la première fois, on sent qu'il y a un nouveau souffle, un vent de renaissance. Et d'ailleurs, le mouvement qu'anime Kanto s'appelle le mouvement de la renaissance du Cameroun. Donc, j'ai ici choisi, sur le plateau, de préparer le futur africain. On peut même dire préparer le futur camerounais, afin d'éviter les déboires du passé. Le Cameroun est un pays phare, un pays qui a les meilleurs cadres. Donc, je reçois ici avec Laetitia, d'abord deux très grandes dames. Une dame qui fait de très bonnes affaires, mais des affaires intelligentes pour faire avancer le Cameroun. Madame, très fier de vous recevoir ici. Le plaisir partagé. Et je reçois en même temps avec Laetitia, Madame Marcel Macam, une femme qui a une association qui s'appelle le Phénix. C'est une association qui vient au secours à la fois des enfants, des gens qui n'ont pas de papier. Elle a fait ses preuves longtemps. Et on l'appelle même la générale. Madame Marcel Macam, très fier de vous. Merci, je suis très honorée d'être Tu es ici chez toi. Merci. On est ici à Douala ou à Yaoundé. Et je suis très ravie. Et alors, mes chers amis, l'un des animateurs de l'Union internationale des journalistes africains, l'un des jeunes talents, si demain je dois passer la main, je crois qu'il mérite de prendre la relève. Wow. Ah oui, oui. Si demain je dois passer la main, je donnerai l'Union internationale des journalistes africains à des jeunes talents, des gens qui se sont battus comme Cheikh Anta Diop, comme Cabral, comme Nyobé, comme Ngobeti. Je reçois Moundé. Moundé, que je connais depuis longtemps, et qui a animé avec brio la rencontre de la place de la République. Moundé, je suis très content. Et je te salue. Et tu vas nous expliquer tout en peu de mots et vite fait tout à l'heure. Avec plaisir et honneur. Donc, on va commencer par les dames. Madame Marcel Macam, vous étiez à la place de la République. Honnêtement, qu'est-ce que vous en avez retenu? Wow. Merci beaucoup pour la question qui est pertinente. Vraiment, le 31 mai 2025 nous réserve une journée historique et mémorable sur la place de la République qui est une place emblématique ici en France. La mobilisation, vous voyez, la mobilisation de tous les Camerounais. Je peux dire qu'il y avait 98% des Camerounais sur la place de la République pour apporter vraiment leur soutien ou bien pour demander l'alternance, le changement au Cameroun, parce que les Camerounais en ont marre. Nous sommes tous fatigués de 43 ans de dictature, de 43 ans de népotisme, de 43 ans de médiocrité que ce système a voulu bien nous infliger à la population, au public camerounais. Vous allez voir, par exemple, les prisonniers qui sont en prison, Olivier Bibou-Nissak, le professeur Alain Foguet et bien d'autres ici. Donc, ils sont nombreux en prison qui ont été arrêtés, embastillés pour rien, juste parce qu'ils ont dénoncé ce système, juste parce qu'ils veulent dénoncer ce pouvoir qui abuse
Aujourd'hui, le Cameroun est sous la coupole des crimes. C'est-à-dire qu'il y a des crimes tous les jours que Dieu a créés. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Et Maurice Kamto, pour moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Lorsque j'ai vu son programme politique, ça m'a donné ça m'a paru comme une évidence. Et c'est l'une des choses qui m'a fait embrasser vraiment ce combat citoyen, c'est vraiment son programme politique qui m'a paru comme une évidence, qui était claire et limpide comme l'eau de roche. Et il faut avoir la malhonnêteté vraiment intellectuelle pour ne pas vouloir comprendre que c'est l'homme de la situation, qu'il faut lui donner ses chances pour voilà, apporter le changement au Cameroun, pour nous sortir de l'obscurité, pour que nous puissions enfin voir la lumière. Madame, vous avez la parole, vous avez vu, comme on dit, la vérité sort toujours de la bouche des femmes. Surtout quand ces femmes soutiennent Maurice Kamto. Madame. Waouh, c'est une présentation avec brio. Donc, je suis Béribel Loulon. Je voudrais me présenter comme opératrice économique, mais en même temps, une fille d'Afrique, et particulièrement du Cameroun. Mais avant toute chose, permettez-moi de faire quelques civilités. Je me sens honorée d'être ici parmi vous pour parler d'un pays, le Cameroun. Parce qu'au-delà d'avoir parlé du président Maurice Kamto, nous voulons d'abord parler du Cameroun. Et c'est un pays situé en Afrique centrale qui bénéficie d'une grande primeur, notamment celle d'avoir une position fortement stratégique avec des voisins comme le Tchad, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, et j'en passe. C'est un pays qui a une grande histoire, marquée par beaucoup de tumultes, on va dire, qui déjà dès 1884, lors du traité germano-camerounais, il avait l'appellation de Cameroun, qui s'écrivait avec K. Et donc, de 1884 en 1916, lorsque l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, le Cameroun est donc placé sous protectorat français. Et donc, au sorti de là, dans la continuité de son histoire et de toute la grande trajectoire, le Cameroun, au fur et à mesure, jusqu'aux années des indépendances, parce qu'il faut quand même que je passe un certain nombre de détails, bénéficie d'une double culture, la culture française et la culture britannique, parce que 80% représentent le côté francophone et les 20 autres pourcents le côté britannique. Donc, et le Cameroun est indépendant en 1960. Au sortir de là, nous bénéficions d'un premier président, le président Amadou Ahidjo, qui restera au pouvoir pendant 25 ans. Et durant les 25 ans, nous avons un pays qui lance les bases de la construction d'une véritable nation, d'une nation. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a déjà, comment dirais-je, une certaine assise citoyenne. Donc, un certain nombre de choses sont enclenchées sur le plan industriel, sur le plan de l'agriculture, et puis sur le plan également comment dirais-je, du transport aérien et ferroviaire. C'est vrai qu'on a quand même bénéficié d'une grande civilisation allemande qui nous a construit à l'époque les chemins de fer. Et c'est une vie politique qui est dure. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux au niveau de la persécution de nos nationalistes. Ceux qui pensaient qu'en réalité le Cameroun n'était pas indépendant, que c'était des indépendances factices, pour lesquelles ils avaient réellement raison. Parce que nous avons bénéficié d'une lutte pour une indépendance totale, portée par de voyants citoyens camerounais, en l'occurrence Oumnobé, Félix Moumié, Ernest Ouandjé, et vous ne citez que cela. Donc, chemin faisant, le Cameroun suivant son bonhomme de chemin, en 82, le président Amadou Ahidjo décide de passer la main, passer le pouvoir chez M. Biya. M. Biya prend donc le pouvoir en 82. Mais il faut rappeler qu'avant de prendre le pouvoir en 82,
il est déjà dans l'escarcelle de la politique camerounaise. Parce qu'à 37 ans déjà, c'est un monsieur qui est Premier ministre. Il est secrétaire général à la présidence. Ce qui veut dire qu'il intègre le cœur du pouvoir très tôt. Suivez mon regard. Parce que c'est le même qui est encore, jusqu'à l'heure actuelle, président du Cameroun. C'est pour ça que j'ai préféré planter le décor. Je ne sais pas, on a commencé l'émission bien. sans avoir défini le temps imparti pour chaque... Madame, très bien. Alors, ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir. 43 ans. Et durant les 43 ans, nous sommes en droit de faire le bilan de M. Biya. Qu'est-ce que M. Biya laisse comme héritage? Qu'est-ce que la gouvernance de 43 ans de M. Biya a apporté au digne fils camerounais? Et parallèlement dans la sous-région. Cameroun qui est dans la CEMAC, qui, normalement, avec la posture qui est la sienne, environ 30 millions de Camerounais auraient été capables de tirer la CEMAC vers le haut. Il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est une gouvernance qui est calamiteuse, tant sur le plan national qu'à l'international. Sa voix est complètement inaudible, même au niveau de la CEMAC, et donc c'est à déplorer. Je ne voudrais pas m'éparpiller dans mes idées. Madame, vous avez fait l'historique de manière brillante. Nous allons maintenant donner la parole. Ah, bon, j'ai pas eu le temps de parler de... Mais sans doute Durant les questions-réponses. de parler de l'événement du 31. Ok, Voilà, très bien. Les questions-réponses, voilà. Ok, très bien. Je suis très content Très de bien. voir une femme cultivée comme ça. Donc, mon cher ami, vous avez animé avec brio cette rencontre avec la diaspora camerounaise. Les gens ont posé des questions, surtout sur le programme de Canton. Et ce qui m'a plu, il a dit, si je prends le pouvoir, je vais d'abord aller au Cameroun anglophone. Il a dit, je veux consolider l'unité nationale. Et il a ajouté, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y aura pas à toucher ni Paul Biya ni sa famille. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Merci. Je pense qu'on a ici dans l'émission 2 évocations du Cameroun contemporain et de sa mise à perspective. Il y a un bilan, l'historicité de notre pays, le Cameroun, qui aurait pu permettre effectivement qu'il y ait un décollage, parce on était sur une trajectoire qui était favorable. Tout à l'heure, Béribel en pointillé, comme ça, a donné quelques étapes, quelques éléments qui permettent de comprendre pourquoi il y a cette décrépitude. C'est lié à la gouvernance. Et cette gouvernance-là, elle a sapé les bases et les fondements qu'elle a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que la construction d'une nation. Les nations, c'est 2 choses. Soit une conception naturaliste, au sens allemand du terme, où on est ethniquement lié par le sang, soit une conception où la nation, c'est un appel, une adhésion, une construction, donc par conséquent. C'est ce que les Français et d'autres pays ont choisi de faire. En France, par exemple, on dit il faut désirer être français. La construction du Cameroun, elle est particulière, puisque elle a évoqué tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle a un peu hésité sur le traité germano, l'appelait Douala ou Camerounais. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le Cameroun. Tout à fait. Le traité, c'est un traité qui est signé par un consul allemand et des chefs traditionnels locaux, Dime Kwale, Ndomba Lobé, entre autres. Et parmi eux, il y a dans la zone de Douala d'autres qui refusent de signer ce traité. Pourquoi? Parce que c'est un traité qui est léonin et qui impose aux populations locales un certain nombre à la fois d'octrois, de préhensions sur leurs terres et puis aussi de privilèges sur le plan économique. Parce que ce sont des firmes allemandes qui viennent signer un traité en réalité. Ce sont des comptoirs allemands qui viennent signer un traité. Et que par conséquent, l'espace qui s'appelle donc à l'époque celui de Douala, donc la ville de Douala, sur les bords du Vouri, devient Camerounstad, après la signature du traité. C'est pour ça qu'effectivement, la question du traité, elle est très importante parce qu'elle est au fondement du Cameroun, puisque c'est donc une création coloniale. Le nom Cameroun vient d'un nom extérieur aux langues camerounaises. Il vient du portugais, Rio dos Camaroes, la rivière de crevettes, puisque sur l'estuaire du Vouri, il y avait
espèce particulière de crevettes, donc de cétacés, qu'on appelait les beatoe dans la langue locale douala, et donc qui revenaient à des saisons particulières. Donc ils ont donc baptisé Rio dos Camaroes. Et par conséquent, de Rio dos Camaroes, on est passé à Cameroun. Camaroes, Camaronais, tout à pour fait. les Espagnols, les Portugais et les Français Cameroun. Et pourquoi c'est important de parler de ça? Pour revenir à Maurice Kamto tout à l'heure. C'est que Maurice Kamto a dit « Je suis le garant de l'unité structurelle du Cameroun, de l'unité ontologique du Cameroun et de l'unité foncière du Cameroun. » OK. Sur les 3 plans, sur l'unité foncière, c'est un propos à deux seins. Parce que sur le foncier camerounais aujourd'hui, il y a des appels pour une réforme foncière. Tout à fait. C'est très important que Berry-Bell ait parlé du traité. C'est vraiment très important. Vraiment, parce que cette dimension historique, elle est incontournable. Le plateau Jos, c'est un espace à Douala qui a une position idéale. Parce qu'il est situé donc sur le bord de mer, donc à l'embouchure du Vouri, et c'est un plateau qui permet la plaisance. Et qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont exproprié les natifs. C'est-à-dire que vous aviez dans la ville de Douala 3 cantons. Les Bellois, les Akwa et ce qu'on appelle les Daïdo. Bon, en réalité, c'est les Bonnet-Bella, puisque Daïdo, c'est un nom d'origine anglaise. Et voilà, pour différentes raisons, ils ont adopté cela. Et quand ils se sont installés, ils ont dérogé au terme du traité. Ils ont donc pris le plateau Jos et ils ont poussé les populations locales à l'intérieur de Douala. Voilà l'un des premiers éléments de la déstructuration foncière du Cameroun. Le deuxième élément va être la désorganisation de l'ordre politique local, puisque l'ordre politique, c'était des micro-États, puisque nous étions une multitude de nations, dont des micro-nations. Et les chefs traditionnels donc, de l'époque, certains que j'ai cités tout à l'heure, ont progressivement vu leur pouvoir, leur terre, être accaparée par la puissance allemande, puisque de 1884 à 1904, les Allemands vont nous engager une pénétration de ce qu'ils appellent l'Interland, donc l'intérieur du Cameroun. Et l'Interland, c'est quoi? Ce sont des Camerounais, ce sont des Togolais qu'on prend dans l'armée allemande pour être contre d'autres natifs du territoire, pour conquérir les terres, jusqu'à ce qu'ils fondent des comptoirs et des zones comme la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé est une fondation, une construction allemande. Parce que Essonoéla qui a accueilli les Allemands à Yaoundé, Essonoéla qui était le patriarche qui a accueilli les Allemands, s'est donc vu déposséder donc de ses pouvoirs au profit justement de ceux qui vont être installés par les Allemands, y compris de nouveaux chefs traditionnels. Parce que les Allemands vont faire quelque chose de simple, puisque les Allemands ont eu plusieurs gouverneurs, dont de von Soden à Karl Ebermeier. Donc tous les gouverneurs allemands. Le premier c'était von Soden et le dernier c'était Karl Ebermeier. Ils vont faire une structuration nouvelle de l'ordre politique. Les chefs traditionnels vont donc être divisés en 3 catégories. Oberhauptling, Unterhauptling et Hauptling. C'est-à-dire que vous avez les Ober, les chefs supérieurs, vous avez les Unter, les sous, et puis ceux qui sont au milieu. Ça, c'est une création allemande. Donc, le pays est déstructuré sur le plan de son organisation anthropologique, sociologique et foncière. Maurice Kamto nous dit le 31 mai, l'unité foncière du Cameroun, c'est quoi? C'est qu'il faut remettre à plat, sous la forme d'états généraux, à partir effectivement de cette déstructuration de l'ordre social, l'ordre anthropologique du Cameroun, pour qu'on puisse se retrouver et faire une synthèse. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont fait leur synthèse. Un cas, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, c'est 700 langues et plus de 13 000 îles. Donc c'est un archipel, mais comme ça, de confettis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis pour définir 10 principes qui font l'indonésien. C'est la première démocratie dite musulmane. C'est le pays musulman le plus peuplé. Mais qu'est-ce que les Indonésiens ont fait? Ils avaient une culture ancestrale avant l'islam. Ils ont donc emprunté tous les attributs, les symboles de cette culture ancestrale, qui sont devenus les emblèmes de leur pays moderne. Et ils ont défini 10 principes qui s'appellent le Pancasila, qui font donc qu'aujourd'hui, on peut parler de l'indonésien, avec Sukarno, Suharto et tous ceux qui ont gouverné le pays. Eh bien, Maurice Kamto, lui, ce qu'il dit,
à partir de la réflexion qu'il a eue jeune, à la fois étudiant, puisqu'il dit que dans sa chambre d'étudiant, il avait 2 portraits, ceux de Che Guevara et ceux de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Et parlant de Cheikh Anta Diop, effectivement, dans Nation et Agriculture, pour construire l'État fédéral africain, il fallait unir, fédérer les enclos coloniaux formés donc, par ce que Béribel a commencé à décrire tout à l'heure, la pénétration allemande, puis la possession française à partir de 1916, la double possession britannique et française. Donc voilà la question de l'unité foncière. Maintenant, l'unité ontologique. L'ontologie, c'est la base. C'est la base, c'est ce qui ressort de l'intérieur. Alors, il dit l'unité ontologique. Quand vous avez dans le Oncam, je l'ai évoqué pendant le meeting, le Oncam, c'est un département du Cameroun. Un département qui est à la frontière entre le littoral, donc la côte du Cameroun, donc ce qu'on appelle l'air Sawa, les Douala, etc., les Batanga, les Pongo, et puis les Bamileke. Parce que les Bamileke sont dans le Oncam et les Sawa sont dans l'Uncam. Donc il y a Bassi, Yingui, etc. Il y a des royautés Bamileke qui ont été fondées par des gens qui venaient d'Uncam, par exemple. C'est la royauté Bathieu, je l'ai évoqué. Parce que quand vous voyez l'intronisation du roi chez les Bathieu, elle n'est pas semblable à celle des Futuni, des Fondjomokwet, des Banka, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan des langues, sur le plan des pratiques, sur le plan des us et coutumes, il y a des éléments qui relient les Camerounais. Exactement. Il faut donc retrouver ces éléments-là. Parce qu'on a divisé les Camerounais en barquettes ethniques, il faudrait donc au sens diopien retrouver ce qui fait l'unité des Camerounais. Parce que quand on parle les langues bamileke, le Fefe, c'est dans le Oncam, le Mejumba, c'est dans le Ndé, le Gomala, c'est dans la Mifi, et le Bamoun, c'est dans le Noun. Vous allez retrouver les mêmes racines de mots, mais avec des variantes différentes. Eh bien, en cela, donc Maurice Kamto, l'unité ontologique, c'est qu'il faut retrouver ce qui fait l'un et les multiples. Que le multiple ne nous définisse plus, que ce soit des caractéristiques, mais que l'un soit effectivement le ferment. Et en maintenant, l'unité structurelle, pour terminer. L'unité structurelle, c'est quoi? C'est que vous avez un pays, elle a évoqué tout à l'heure la frontière que nous partageons avec un certain nombre de nos frères tchadiens, équato-guinéens, gabonais, centrafricains et congolais. Alors, la Centrafrique et le Cameroun, ce sont des divisions coloniales. Pourquoi? Parce qu'entre 1904 et 1911, le Cameroun va changer de superficie. En 1911, le Cameroun a 700 000 km². Et en 1960, il en a 400 000. Pourquoi? Parce qu'il y a des arrangements en 1911 entre la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne qui se disputent le Maroc. Et ils s'arrangent pour que la France et le Maroc et l'Allemagne lui cèdent un certain nombre de ses territoires en Oubangui-Chari, en Guinée équatoriale, etc. Très bien. Donc, l'unité structurelle du Cameroun viendrait de ce qu'avec ses voisins, effectivement, ces liens seraient réaffirmés et consolidés sur le plan originel. Donc voilà les 3 éléments qui ont caractérisé le propos de Maurice Kamto et qui sont le socle de la gouvernance qui sera la sienne demain. Alors, la jeunesse. Magnifique. Voilà, ce qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais de la diaspora. Elle représente cette jeunesse. En tant que journaliste et artiste, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit? Ben déjà, je vous remercie chacun d'être présent et de nous donner toute cette richesse de transmission, surtout par rapport à l'histoire du Cameroun et ses fondements. Moi, ma première question, justement, va aller un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit aujourd'hui, puisque justement, on a parlé du Cameroun, on a parlé des contingences, c'est-à-dire des unités externes, justement, qui ont pris le pays et qui ont fait que pendant très longtemps, jusqu'à 1960, le pays n'était pas indépendant. On parle du Cameroun, mais on parle très peu justement des génocides que le pays a connus, les divisions, à savoir que c'est un peuple quand même qui est, moi, en tant que jeune de la diaspora, qui est grandi et né en France, ce que j'apprécie quand on parle du Cameroun, c'est qu'on en parle comme un pays de paix et d'unité, où tout le monde est représenté. Mais il faut aussi savoir qu'on a connu ces difficultés. Moi, je voulais savoir justement quand on parle d'unité, puisque ce qui m'a marqué dans le discours, c'est qu'en commençant, on a commencé par un rituel où la jeunesse a remis à Maurice Kamto des clés, des symboles importants pour justement mettre en avant ces générations
et la diaspora. Aujourd'hui, ces générations, elles sont aussi quand même marquées, il faut le dire, de cet historique où des nationalistes ou indépendantistes, ou simplement les enfants du pays qui étaient conscients de la beauté du Cameroun, ont été victimes et qui se sont traversés à travers le temps. Donc maintenant, quand on parle justement de cette histoire pour nous rappeler justement comment le Cameroun est devenu le Cameroun d'aujourd'hui, quels sont aussi les retours qui seront faits pour que ces déboires, en fait, que nous avons connus et qui aujourd'hui sont encore présents de manière invisible dans l'inconscience collective, mais aussi présents dans la mentalité, je trouve aussi, du pays, puissent être rétablis. Et quel hommage aussi on compte faire à tous nos ancêtres qui se sont quand même battus pour que nous puissions être un Cameroun indépendant et garder la grandeur et la richesse du pays tel qu'il était, à savoir uni avec l'ensemble des disparités que nous venons de mettre en avant, qui pour moi ne sont pas des disparités mais des richesses, puisqu'il y avait quand même toujours cette union qui a été quand même divisée, où certains... Allons-y, vous répondez. Vous voulez répondre? Moi, je peux répondre très brièvement. Avec plaisir. Voilà, merci pour ta question. Et vous savez, vous avez parlé de la guerre au Nozo tout à l'heure, et ça nous préoccupe beaucoup, cette guerre d'Amnozo, parce que c'est voulu par le système pour entretenir voilà, les publics dans la peur et tout. Ce cauchemar, nous dénonçons ça depuis au moins... le monde entier le sait déjà depuis 2018 que nous sommes dans les rues pour dénoncer ces faits, parce qu'il y a eu plus de 16 000 morts en 2018, avec plus d'1 million de déplacés au Nigeria ou comme dans d'autres pays ailleurs. Il y a eu beaucoup de déplacés, nos enfants et nos jeunes filles qui se garnissent des feuilles d'arbres dans nos eaux. Et ça fait en sorte que nous Camerounais, soucieux de l'avenir de notre pays, soucieux, nous les femmes surtout, soucieux de l'avenir du Cameroun, nous avons décidé de nous mettre voilà, à plat ventre pour dénoncer, pour demander que ça puisse cesser cette guerre d'Amnozo. Donc nous interpellons le système tous les jours. D'ailleurs, de là est né les Amazones qui se sont levées. C'est une Amazone ici aussi. Nous nous sommes levés massivement pour dire non, il va falloir que justement le Cameroun puisse arrêter, que le système puisse arrêter cette guerre d'Amnozo. Et ça nous a valu aussi la prison quelque peu pour d'autres qui ont fait la prison au Cameroun. Moi, par exemple, j'ai fait 2 fois la cellule, une fois ici en France et une fois à Genève, parce que nous étions dans des manifestations pour réclamer, par exemple, le hold-up électoral. Donc, suite à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, a déclaré le hold-up électoral. Et nous, ici en diaspora, nous avons voilà, voulu porter cette déclaration pour dire non au système. On ne peut pas armer nos enfants pour en tuer d'autres. Vous voyez? Donc, ce système arme ses enfants pour en tuer d'autres. Et nous sommes là pour dire non, il ne faut pas, par exemple, Abdelaziz Moundé, qui est un journaliste chevronné, lui, il a été tout le temps dans les rues pour dire non à ce système. Moi, j'ai rejoint le combat. Pourquoi? Parce que j'ai une fille qui est née ici, qui ne connaissait même pas du tout le Cameroun, princesse, qui m'a dit, mais maman, ça ne se fait pas, il faut faire quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas me mêler de la politique. Elle me dit, maman, si tu ne fais rien, voilà, on est foutu. Il faut faire quelque chose, il faut dénoncer. Commence par dénoncer autour de toi, sensibilise autour de toi. Je dis, non, je ne vais pas mourir. Elle me dit, mais maman, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Si on a coupé la tête de Jeanne d'Arc, c'était pour libérer la France. Donc, c'est parce qu'on a coupé la tête de Jeanne d'Arc que la France a été libérée. Donc, j'ai dit, mais si je vais dans la
rue et qu'on tire sur moi. Elle me dit, maman, si tu vas en prison pour la libération du Cameroun, tu auras fait quelque chose. Madame, Donc voilà, merci. qu'est-ce que vous ajoutez? Celle-là, c'est une battante. Elle n'est pas prête à lâcher les armes de la démocratie. Allez-y, madame. Je rappelle quand même que c'est une générale. Hein. Nous sommes au garde à vous quand elle est là. Totalement. Voilà. Mais merci de me repasser la parole. J'ai pris le temps d'écouter mademoiselle Dame Cynthia très attentivement. En syncrétisant tout ce qu'elle a dit, il y ressort beaucoup de questions. Je voudrais d'abord dire une chose. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis la nuit des temps, la plupart des luttes ont été des luttes tout autour des questions de justice sociale. Que ce soit les positions martiennes, là je voudrais convoquer Karl Marx, concernant les luttes de classe sociale, les dominants et les dominés. À chaque fois que les peuples ont le sentiment que les libertés sont piétinées, les droits sont piétinés, ils vont toujours se révolter à la recherche de cette justice sociale. C'est ça qu'il est question. Je voudrais revenir sur le cas du Cameroun. En 82, quand M. Biya prend le pouvoir, nous avons un pays en construction. Je l'ai déjà dit. Et comme j'aime avoir appelé l'ordre de 82, dans l'ordre de 82 qui vient avec un grand slogan, le renouveau. Dans ce renouveau-là, il prend la rigueur, la moralisation de l'espace public. Alors, je voudrais rappeler que quand il prend le pouvoir, moi j'ai 8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 51. C'est toujours le même président. Et j'avais une petite particularité, celle d'être un peu curieuse. Donc, mon père aimait beaucoup la politique. Et c'était un amoureux de M. Aïdjo. Pourquoi? Parce que mon père, il nous disait toujours, un président qui pousse son peuple à s'intéresser à l'agriculture, parce qu'il parlait toujours du comice agro-pastoral. J'étais plus jeune. Et il nous disait que lors du comice agro-pastoral, c'était un grand moment, parce que tous les cultivateurs venaient, chacun venait et exhibait avec beaucoup d'effervescence ce qu'il avait réussi à produire tout le long de l'année. Et ça faisait que la plupart des Camerounais comprenaient la nécessité de s'intéresser à l'agriculture. Mais sauf que quand M. Biya prend le pouvoir, c'est un pays qui a quand même beaucoup d'attentes. Et ces attentes se situent sur les questions mémorielles, qui restaient insolubles. Pourquoi? Parce que, on devrait se le dire, la France mène une guerre farouche au Cameroun. Je dis bien farouche. Tous nos indépendantistes ont été tués. Tués. Ce qui veut dire que ces luttes-là n'ont pas profité aux Camerounais. En réalité, c'est ceux qui ont demandé le moins les indépendances qui ont été à la tête de la gouvernance du Cameroun. Et donc, c'est un peuple qui est meurtri, au fond de lui, qui est en attente. Et quand M. Biya prend le pouvoir, et qu'on se rend compte, d'abord, c'est un bel homme, il faut le dire. Vous allez me dire qu'est-ce que ça apporte en politique? Si, ça apporte. Il est présidentiable. Il est dans les arcanes de la politique très jeune. Ça veut dire qu'il connaît les rouages de la politique. Il connaît l'histoire du Cameroun. Et les Camerounais sont dans des attentes. Quand il parle de rigueur de moralisation, on se dit, mais tiens, dans la rigueur, mais il va pouvoir aider le Cameroun à retrouver une posture qui lui permette non seulement de véritablement construire un pays, c'est-à-dire regarder sur le plan industriel, comment on fait pour industrialiser le Cameroun, comment on fait pour donner de l'emploi, comment on fait pour avoir un service administratif viable. Parce que quand un service administratif n'est pas viable, je peux vous dire que c'est toute une nation qui est complètement paralysée. Tout à fait. C'est le rôle fondamental d'abord d'un État. Donc, je veux dire que toutes ces questions sur lesquelles on attend le président Biya, il nous sort d'abord son livre « Le libéralisme communautaire ». Et dans ça, on se dit encore, mais tiens, quand on lit le programme, on se dit, mais s'il réussit à implémenter ce qu'il a dit dans le livre, à l'horizon 2035, le Cameroun a véritablement sa place dans le Conseil des Nations. Madame, Vous voyez? Sauf, avant de passer la parole à Moudé, je vais vous dire quelque chose. Quand Aïdjo m'a reçu à Dakar dans son exil, je le redis ici, il était martyr. Il dit, voilà, moi j'ai choisi Paul Biya parce que c'est un séminariste qui est censé ne jamais tricher. En plus, je pensais que c'est quelqu'un qui
réellement, elle a fait de ce pays un pays phare, un pays de lumière. Et il dit, maintenant je suis en exil à Dakar, et entre-temps, je ne peux même plus rentrer au Cameroun. Et c'est là où il a rendu hommage à Senghor, à toutes les autorités sénégalaises qui ont bien voulu le recevoir. Et puis, quand il a vu effectivement dans son chagrin, et il a vu que c'était toujours mal géré, il est presque mort de déception. Malheureux. Non. Aïdjo est mort de déception. Déception. Et Aïdjo meurt, on dit que le corps ne rentre pas au Cameroun. Même ça, déjà, de la part d'un C'est déjà grave, séminariste, ça. c'est pas spirituel. Tout à fait. Mon cher ami, toi, tu vas répondre à la question de la jeunesse. Qu'est-ce J'en que ai tu d'autres. penses de tout ce qui a été dit à la fois le passé, le présent et le futur? Alors, sur les questions mémorielles, parce que tout à l'heure, quand on a évoqué des pays qui ont construit une nation, l'Ubuntu sud-africain ou le Gacaca rwandais participait de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est quoi une justice transitionnelle? C'est une justice qui ne déroge pas à la justice de droit commun, mais qui est une justice qui s'inscrit dans un ordre politique, dans une construction politique de la société. L'Ubuntu en Afrique du Sud, c'est une problématique, quand je veux dire simple, ce n'est pas parce que je veux simplifier les choses, mais c'est que c'était extrêmement clair dans l'esprit de Nelson Mandela, c'est que vous avez les Boers, vous avez les Hollandais, vous avez les Allemands, les Anglais et les Français qui ont occupé cette terre d'Afrique australe et qui ont créé un système donc, de domination, de discrimination qui s'appelle l'apartheid. Et au bout du compte, il y a donc une australisation, un génocide, là en l'occurrence aussi, de population noire, une répression brutale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on bâtit une nation ou on règle des comptes? Qu'est-ce qu'on fait? Il est donc de la responsabilité de l'homme politique de choisir une voie. Pour le cas du Cameroun, en 1991, il y a eu un décret qui procédait d'une loi de réhabilitation. Des héros. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une réhabilitation de figures de l'histoire. Amadou Ahidjo, premier président de la République, deuxième chef de l'État, puisque c'est le deuxième chef d'État camerounais, puisque le Cameroun, c'est 57 l'État autonome, donc André-Marie Bida, et en 58, Ahidjo. Donc il est le premier président et le deuxième chef d'État. Et il y a Ruben Oumniobé, Ernest Mwandié et Félix Mona-Mounié qui ont été cités tout à l'heure. Donc on réhabilite leurs figures, parce que Ahidjo avait banni Mounié, Mwandié et Oumniobé, puisque Oumniobé est assassiné en 58, Mwandié exécuté en 71 et Mounié empoisonné en novembre 60 à Paris, en Genève, en Suisse, par les services secrets français. Et ces figures-là sont réhabilitées en 91. On a à la fois, pour certains Camerounais, le bourreau, donc Ahidjo, qui était donc le complice et le suppôt des Français, et ceux qui portaient la revendication d'une indépendance totale et véritable. C'est pour ça que le mot indépendance totale et véritable, que Laetitia a prononcé tout à l'heure, prend tout son sens. Parce qu'il y avait une indépendance au sens de ce que Beribel nous a dit, factice, où on avait les drapeaux. Il y a beaucoup de chercheurs africains, d'historiens, comme Amadou Ampateba, qui ont parlé de l'indépendance des drapeaux. Donc, ça veut dire une indépendance où vous avez les ors comme ça, mais vous n'avez pas la réalité de l'exercice du pouvoir. Donc, pour bâtir une nation, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réconcilier les mémoires pour qu'il n'y ait pas de concurrence mémorielle dans un pays? Parce que ça crée beaucoup de désordre dans un pays quand on a des concurrents, une concurrence mémorielle. Au Cameroun, il se trouve qu'il y a eu aujourd'hui des centaines de milliers de Camerounais. Les statistiques font état pour certaines sources de millions de Camerounais. Donc, dans les zones qui ont été gazées au napalm par les forces françaises, donc entre la période de 1958 et 1971. Et c'est en Pays Bassa, donc une zone avec une aire communautaire et culturelle camerounaise, et en Pays Bamileke. Et le Pays Bamileke a subi d'affres encore beaucoup plus importantes, puisque à ce déplacement des populations, à cette destruction des populations, il y a aussi, je parlais tout à l'heure des chefferies traditionnelles, une désorganisation complète des chefferies, parce qu'il y a des chefferies qui ne sont revenues dans les localités de l'Ouest Cameroun que dans les années 80, voire 90, parce qu'elles étaient complètement détruites. L'ordre traditionnel était complètement déstructuré.
Donc, sur la question du mémoriel, c'est l'un des fondements du chantier du Cameroun nouveau. Voilà. C'est même le premier chantier. Tout à l'heure, on a parlé de questions foncières, de questions ontologiques et structurelles. Elle participe de cela. C'est-à-dire que si Ahidjo ne revient pas, si le corps de Moumié, qui est à Zérékoré, c'est la deuxième ville de Guinée, Oui, oui. où un lycée a été baptisé en son À nom son par nom, Sékou oui. Touré, un quartier aussi Cameroun qui est à Conakry, Absolument. en mémoire, en reconnaissance de ces nationalistes camerounais qui y vivaient. Si on n'a pas ce travail de deuil qu'on fait dans nos ethnies, dans nos cultures respectives, beaucoup pensent, et j'en fais partie, que le Cameroun vivra toujours une sorte de malédiction. Exactement. Réconciliation des cœurs et réconciliation des mémoires. De l'âme. Et puis, bon, pour terminer, c'est très important, cet aspect, pour résumer un peu ce qu'on s'est dit, c'est que la chape de plomb que constitue 43 ans de pouvoir, les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que quand on a 43 ans de pouvoir, c'est combien de générations? C'est au moins 3 générations, puisqu'elle a évoqué le long passé de Paul Biya donc, à la tête de l'État, puisqu'il est chargé de mission en 1962 à la présidence de la République. Il est secrétaire général de ministère, directeur de cabinet du président Ahidjo, ministre directeur de cabinet et secrétaire général, ministre d'État secrétaire général, premier ministre en 75 et successeur constitutionnel en 79 avant d'être président. Donc c'est quelqu'un qui depuis 63 ans est pratiquement à la tête de l'État. Et bien sûr. Donc ça fait que les 50 générations de M. Kamto, donc 50, la génération de 60, des années 60, la génération des années 70, de la fin des années 70, du début des années 80, de la fin des années 80, du début des années 90, 2000, 2010, n'ont connu pratiquement que Paul Biya. Et donc ça a marqué fondamentalement le pays. Mais si c'était au sens de Deng Xiaoping, de Lee Kuan Yew en Singapour, avec des gens qui ont transformé leur pays, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Mais le pays connaît une décrépitude sur le plan moral, sur le plan infrastructurel, sur le plan culturel. Et donc, on a en droit de se poser la question de savoir à quoi servent 43 années à s'obstiner, à vouloir avoir des obsèques nationales, alors même que les résultats concrets pour les populations, pour le bien-être, pour la réconciliation des Camerounais et pour la mise en perspective du Cameroun ne suivent pas. Eh bien, mon cher ami, Kanto l'a dit, le Sénégal nous parle, l'exemple sénégalais. Le peuple a choisi des jeunes qui avaient une vision, qui avaient un programme. Le peuple tout entier a dit il faut tout changer, mais dans la paix. Est-ce que, quand on l'a dit, est-ce que le Sénégal, on peut appliquer cet exemple sénégalais au Cameroun de demain? Ensuite, comment se fait-il, alors que nous savons tout ce que vous venez de dire, les chefs traditionnels disent Paul Biya, c'est un esprit. C'est ce qui circule maintenant. Ce n'est plus un homme, c'est un esprit. J'ai dit, mais donc Paul Biya, c'est Jésus. Paul Biya, c'est Mahomet. Non, mais ce que je dis là, ça fait dire. Oui, Alors, je ne peux pas ne pas me poser des questions. Comment les chefs traditionnels, déjà, ces chefs traditionnels font de Paul Biya un esprit? Que se passe-t-il? Est-ce qu'eux, ils ne voient pas ce que vous voyez? C'est ça la question. On a une population tellement zombifiée que j'ai l'impression, en fait, tout le système même est zombifié, en fait. C'est-à-dire que vous voyez tous ces ministres qui entourent Paul Biya, vraiment, ils sont tous devenus des vieux séniles. Voilà, ils sont tous des vieux séniles. Ils ne se rendent même pas compte que la jeunesse est négligée, est abandonnée. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous voyez un système qui est là, qui a tous les problèmes, c'est-à-dire avec la médiocrité qu'ils ont installée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure. Vous pouvez être malade et mourir en 2 secondes parce que si vous partez à l'hôpital, même l'alcool, il n'y a pas si vous avez fait un accident. Ça, c'est très grave pour un pays. Bon, on arrive vers la fin de ma chère. Il faudrait quand même que la jeunesse pose la dernière question. Oui, parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire justement, rappel de mémoire et autres, c'est vrai que la jeunesse, et je pense que vous l'avez entendu, notre rêve et notre ambition, à l'instar de ce qu'on voit avec le Sénégal, c'est de voir
notre pays, moi je parle en tant que Camerounaise, hein, peut-être que j'ai la stature de journaliste, mais voilà, de pouvoir savoir ce que c'est de connaître une grande nation quand même, d'être gérée par un Camerounais et pour les Camerounais. Mais aujourd'hui, les questions aussi qui se posent, c'est que bon, notre mouvement s'appelle, le mouvement s'appelle Mouvement de la Renaissance du Cameroun. On sait que Maurice Kamto a été victime de beaucoup d'emprisonnement et d'assignation à domicile, et que dans ce cadre-là, quand même, la France est intervenue dans Emmanuel Macron pour pouvoir le sortir de ces déboires-là. Moi, maintenant, la question que je me pose est vraiment de curiosité. Donc, le mouvement s'appelle le Mouvement Renaissance du Cameroun. Il y a le parti de la Renaissance d'Emmanuel Macron ici en France. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux partis? Ou, juste d'expliquer et de savoir si vraiment il y a un lien, comment on peut s'assurer que les relations puissent être vraiment pérennes et gagnant-gagnant, et ne pas revivre les déboires du passé comme on l'a vécu, qu'on continue de l'observer aujourd'hui sous l'égide de Biya. Je te laisse. Monsieur le Président. Le MRC, donc le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été créé en 2012. C'est à la suite de la démission de Maurice Kamto du gouvernement, auquel il a appartenu entre 2004 et 2011, pour une raison simple. C'est que Maurice Kamto a été le co-agent du Cameroun dans le cadre de différents frontaliers portant sur l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, ce qu'on appelle l'affaire Bakassi. Il en était le co-agent, puisque dans les usages de la Cour internationale de justice, l'agent du pays, c'est le ministre de la Justice, et le co-agent, c'est le technicien. Donc, étant le co-agent, il avait en charge le dossier de l'affaire Bakassi. Après les plaidoiries donc, de 2002, Maurice Kamto a donc suivi le dossier jusqu'à la rétrocession à Calabar en 2008 au Nigeria. Donc, entre autres, il y a eu les accords de Green Tree entre les présidents nigérians et les présidents camerounais pour garantir le respect de la décision de la Cour internationale de justice intervenue en octobre 2002. Et à partir de ce moment-là, il est donc devenu ministre, délégué à la justice, parce que en termes de parallélisme des formes, son collègue nigérian était au gouvernement. Donc, il fallait effectivement qu'on ait deux personnes de même niveau qui puissent suivre ça. Il a appartenu à ce gouvernement. Il a remis sa démission et il a fondé donc le mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2012. Emmanuel Macron devait être quelque part dans une banque chez Rothschild. Il avait fait ses classes à l'ENA, il avait été rapporteur de la commission Attali. Mais il était déjà aussi dans le mouvement politique à cette époque-là, même s'il n'était pas mis en avant. Oui, mais d'abord, je fais observer que Emmanuel Macron a commencé par être En Marche. Exactement. C'était En Marche. Mais et Renaissance, c'était Renaissance connue sous le nom En Marche, publiquement connu sous En Marche et ensuite la Renaissance En Marche, mais le noyau du mouvement, c'est le parti de la Renaissance, qui redevient Renaissance aujourd'hui sous Gabriel Attal. Oui. Donc c'est simplement savoir s'il y a des liens. Non, justement, c'est pour dire que vraiment, Renaissance est très récent par rapport au MRC. Et que Maurice Kamto, quand il est en prison, Emmanuel Macron, lui, il a pu dire qu'il a sollicité son homologue camerounais pour libérer Maurice Kamto, mais la mobilisation pour Maurice Kamto a été internationale. L'Académie de droit international de l'ONU, il a été le président, ils ont tenu 3 sessions spécialement consacrées à la libération de Maurice Kamto et de tout ce qui était. Le Curatorium de droit international de La Haye, il en a été également un des responsables. Des assemblées à travers le monde d'avocats, de juristes, parce que c'est un juriste chevronné, reconnu. Effectivement. Et donc d'autres mouvements. Emmanuel Macron, effectivement, l'a dit à la faveur d'une interpellation d'un Camerounais au Salon de l'Agriculture. Exactement, il a dû lui dire, bon voilà, j'ai demandé à Paul Biya, etc. Donc, et c'est après le meeting donc fortement réussi du 31 mai, il y a des responsables du RDPC, donc du pouvoir, qui se sont lancés effectivement dans des insinuations suivant lesquelles ils seraient venus chercher l'assentiment de la France. Mais il y a au Cameroun un personnage, une personnalité, un président de la République qui a dit sur le perron de l'Élysée, je suis le meilleur élève de la France. Vous savez, quand vous êtes le meilleur,
vous êtes le premier. Et généralement, les deuxièmes et les troisièmes, ça compte pas trop. Parce que le premier, c'est Paul Biya. Il a dit, je suis le meilleur élève de la France. Donc Maurice Kamto, c'est vraiment un dernier parmi les... voilà. Donc celui qui nous a dit qu'il est le meilleur élève de la France et celui qui nous a dit qu'il vient rendre compte à Emmanuel Macron des conclusions du grand dialogue national du Cameroun, pays indépendant, de drapeau, en l'occurrence, c'est Paul Biya. Donc je pense que Maurice Kamto, lui, il a dit sur l'estrade de la place de la République, je ne veux pas gouverner la France. Je ne vais pas décliner mon programme ici. Je le réserve aux Camerounais de l'intérieur. Même si, et c'était l'un des objectifs de ce meeting-là, Maurice Kamto a commencé à rencontrer des catégories socioprofessionnels en février 2025. Ce sont les acteurs culturels, d'où la présence de Karès Fotso à ce meeting. Parce que c'est elle qui était un tout petit peu piloté ça. Ensuite, les ingénieurs de la tech et enfin la diaspora pour continuer le cycle de rencontre. Je suis très heureux d'avoir reçu ici des ténors, des gens qui connaissent l'histoire du Cameroun. Ce sont 3 panafricanistes, le jeune journaliste et bien sûr la combattante Marcel Maka, accompagnée de sa, disons, son bras droit. Honnêtement, ça a été un excellent débat. Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé, c'est une émission qui vous appartient désormais. Nous parlerons du Cameroun aussi longtemps que vous voulez. Nous invitons les cadres camerounais, les hommes politiques camerounais ici, quand ils veulent. Même les gens de Paul Biya sont invités. Tout à fait. C'est-à-dire que si les gens de Paul Biya, je le dis tout de suite avec beaucoup de courtoisie, ont encore un autre programme pour pouvoir faire du Cameroun un pays qui brille, ils seront invités ici et ils peuvent venir s'expliquer. Au nom de quoi, après 43 ans de pouvoir, Paul Biya aurait encore ce que j'appelle un projet phare pour que le Cameroun continue effectivement à briller. La question, on la pose. Donc, les gens de Paul Biya sont invités ici. Autrement dit, le Cameroun nouveau est en marche. Faites comme les Sénégalais, changez, restez unis. Moi, je vous fais entière confiance. Mongo Betty peut dormir tranquille. Nobé peut dormir tranquille. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ce sont les Mongo Betty. Quand on attaquait, évidemment, même pas sur le Cameroun, on a fait beaucoup de débats là-dessus. Mongo Betty. Vous n'étiez jamais content. Ouais, Mongo Betty est comme ça. Mais aujourd'hui, Mongo Betty, il dort au Cameroun et en même temps, ils sont fiers. Les Mongo Betty et autres sont très fiers de ce que vous faites. La paix, la stabilité, le progrès. Vive le Cameroun et nous attendons la suite des événements. Madame, oui, je vais me dire sans doute un dernier mot sans vous couper, bien sûr. Allez-y. Je peux y aller? Oui. C'est d'abord déjà pour dire merci. Merci pour cette antenne, cette vitrine qui nous a été donnée pour nous permettre d'articuler un certain nombre de choses concernant non seulement notre pays, le Cameroun, et grandement l'Afrique. Je voudrais lancer un message à l'endroit du président Paul Biya pour lui dire que nous n'allons pas tout jeter de ce qu'il a fait, de sa gouvernance pendant 43 ans au niveau du Cameroun. Beaucoup de choses sont à décrier. Mais à 93 ans, comme il les a, on se retire en Vomeka pour écrire ses mémoires. On n'est plus à l'Assemblée pour voter les lois pour la jeunesse. On se retire. Nous lui demandons de ne plus se représenter. La dernière chose qu'il peut négocier encore pour ne pas être littéralement jeté dans la poubelle de l'histoire serait de ne plus se représenter. C'est un message solennel que je lui lance. Madame, on termine sur ce magnifique appel. Le président doit partir avec tous les honneurs. Que nous voulons lui reconnaître en tant qu'un patriarche. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je suis réellement content d'avoir reçu 2 très grandes dames. Et comme je le redis, la vérité sort toujours de la bouche des femmes. Madame a dit des choses sensées. Quand elle dit qu'il faut que le patriarche aille avec tous les honneurs, on ne peut pas dire mieux. Le jeune, talentueux journaliste a donné ce qu'on appelle l'image même du Cameroun de demain, c'est-à-dire rassembler sur la culture, rassembler dans la justice, rassembler pour le progrès. Honnêtement, Moundé, Kamto peut être fier de toi d'être l'un des meilleurs soutiens. Et tu dis à Kamto
que dès qu'il sera là, quand il veut, il est invité ici. Préparer le futur Camerounais afin d'éviter les déboires du passé. Donc, nous remercions évidemment Hamza, qui a eu déjà le trophée Mira Makeba. Hamza, c'est lui qui a créé cette station. Ah oui, oui, c'est un grand homme d'affaires. Et j'ai même dit tout à l'heure qu'il sera invité au Cameroun. Donc, Magnifique. ah oui, si Kanto est élu, nous serons les premiers avec Il toi, sera mon cher élu. ami, pour aller fêter l'arrivée de Kanto au pouvoir. Donc, vive le Cameroun de demain. Et nous comptons sur chacun de vous et sur chacune de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce plateau.